Bien, nous allons reprendre la suite de cette belle journée et de ces séances. Je voudrais juste dire un tout petit mot auparavant pour remercier Dr Hasna Belghiti et le bureau de l'ACP pour la réalisation de cette belle journée, pour leur dynamisme, tant au plan scientifique qu'au plan social, culturel et syndical. Bravo au bureau de l'ACP et grand merci. Et j'appelle tout de suite notre ami le professeur Mohamed Alami pour nous parler de l'hypertension artérielle des patients suivis pour un cancer. Comme d'habitude, déjà les premières communications nous ont beaucoup apporté, ont été très intéressantes. Voyons maintenant pour l'hypertension artérielle, faut-il traiter ces patients selon les mêmes recommandations que le traitement classique de l'hypertension artérielle? Y a-t-il des spécificités, d'autres précautions à prendre? Le professeur Mohamed Alami, comme d'habitude, nous en apprendra beaucoup de choses à ce sujet. Merci, Si Mohamed. À toi la parole. Salam alaikum. Merci Madame Professeur Abir. Très touché par votre introduction. Si on peut avoir les slides, voilà. Hypertension et cancer, eh bien, le plus souvent, il y a en gros deux situations, et je voudrais commencer par cette première. C'est le patient qui est suivi pour hypertension et qui doit commencer un traitement pour le cancer. C'est une situation fréquente pour nous. Et tout à l'heure, on discutait, on est tous d'accord, on l'a dit, qu'il va falloir qu'on fasse des efforts, nous, cardiologues, pour connaître un peu les thérapeutiques du cancer, surtout les grandes classes. On a vu tout à l'heure les anthracyclines, un excellent exposé avec le cas clinique. Eh bien, mais vous avez vu que l'hypertension n'était pas vraiment le numéro 1, c'était surtout la dysfonction VG. Alors, qui est-ce parmi les anticancéreux qui donne le plus d'hypertension artérielle? Et il faudrait qu'on se familiarise un peu avec ces classes pour qu'on puisse discuter avec les oncologues. Sinon, il n'y aura pas de discussion. Où sont nos amis? Oncologues. Mais on va quand même discuter, on va les chercher et discuter avec eux. C'est les VEGF, c'est-à-dire Vascular Endothelial Growth Factor Inhibitors. C'est les inhibiteurs au niveau vasculaire de la croissance des fibres musculaires lisses. Et ces inhibiteurs induisent beaucoup d'hypertension artérielle. Ils sont utilisés par nos amis oncologues, surtout dans le carcinome hépatocellulaire, dans le cancer de la thyroïde, dans d'autres cancers comme celui du rein, le carcinome du rein, et ils sont utilisés à des stades métastatiques très fréquemment. Et donc, c'est quand même une situation assez fréquente d'utiliser ces thérapeutiques, et 25% des gens qui prennent ces thérapeutiques verront leur tension artérielle augmenter. Un patient sur 4 va faire des poussées tensionnelles sous ce thérapeutique. En cardio, on aime bien comprendre, c'est pour ça que je vous mets ce petit schéma. C'est quoi cette classe thérapeutique? Eh bien, il y a deux types de VEGF. Il y a ceux-là, ce qu'on appelle TKI, c'est leur langage, il faut qu'on s'habitue à parler comme eux, tyrosine kinase inhibiteur. Ils inhibent la tyrosine kinase, et en inhibant la tyrosine kinase, le signal émis par le VEGF ne passe pas. C'est-à-dire, c'est quoi le signal? C'était le signal de dilater les artères, d'augmenter le NO et le prostaglandine, et donc tout ce signal est bloqué. Et il y a la deuxième classe à côté des TKI, c'est VSP. V, c'est VEGF, Signal Pathway Inhibition, c'est-à-dire qu'on va aller, et maintenant il y a des anticorps monoclonaux qui vont directement bloquer, antagoniser le VEGF. Là, le résultat est le même qu'on utilise les VSP ou les TKI. Dans les deux cas, on va bloquer le NO, on va bloquer la vasodilatation,
et on va bloquer cette prolifération cellulaire qui était physiologique et on se retrouve avec de l'hypertension artérielle. Voilà, les plus fréquents, vous les avez. Alors, ils utilisent énormément le bevacizumab, et bon, c'est l'Avastin puisqu'il est aussi utilisé dans d'autres situations. Et vous avez les TKI, les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Sunitinib, c'est le plus fréquent, et il y en a d'autres. Et c'est juste pour dire que tous ces médicaments, on doit s'habituer petit à petit à les entendre, à les classer comme on connaît nos médicaments à nous, induisent une hypertension artérielle. Et on l'a entendu tout à l'heure, le fait d'induire une hypertension artérielle est un facteur qui va favoriser ce qu'on a vu tout à l'heure avec les anthracyclines, il va favoriser l'apparition d'insuffisance cardiaque puisqu'il y aura cette hypertension va induire une dysfonction VG, insuffisance cardiaque, qui a un allongement du QT avec ces médicaments et plus rarement on peut avoir des événements thromboemboliques. Ça c'est vraiment HTA, c'est cette classe-là qu'il faut craindre le plus pourvoyeuse d'hypertension artérielle. Il y a une deuxième classe qui est pourvoyeuse d'hypertension artérielle, c'est BCR-ABL, bon, TKI c'est aussi des inhibiteurs de la tyrosine kinase, et je vous ai montré sur ce schéma, de façon très simple, on a le récepteur à la tyrosine kinase, normalement elle se fixe là, le fait qu'elle se fixe là, l'ATP avec les phosphores, les 3 phosphores se fixe, et un des phosphores va passer sur le substrat va se lier à l'effecteur et il y aura une prolifération cellulaire, et ça c'est surtout un traitement de la leucémie myéloïde chronique. Tout à l'heure on a vu la LLC, la leucémie lymphoïde, ici la LMC, leucémie myéloïde chronique, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une activation et une prolifération cellulaire, diminution de l'apoptose, et on obtient ici leucémie myéloïde chronique, donc chronique myéloïde leukémia. Et donc, quand on utilise ces petites molécules TKI, elles viennent se fixer à la place de l'ATP et elles ne permettent pas la fixation du phosphore et l'effecteur ne va pas pouvoir faire son effet et il n'y aura pas de prolifération cellulaire, elle est bloquée. C'est un des grands traitements de la leucémie myéloïde chronique et ils induisent de l'hypertension artérielle. C'est la deuxième classe où il y a le plus d'hypertension artérielle, deuxième classe d'anticancéreux, et il n'est pas utilisé que dans la LMC, il est utilisé dans ce qu'ils appellent eux les GIST, GI, donc gastro-intestinal, stromal, tumeur, des tumeurs du stromal. Et imatinib est aussi un nom qu'ils utilisent beaucoup. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on a rencontré aussi, ce sont tous des anticorps monoclonaux, et brigatinib est très utilisé dans le cancer du poumon, non à petites cellules, et surtout lorsqu'il y a le ALK positif, c'est-à-dire que ALK c'est anaplastique lymphome kinase, quand elle est positive, ils peuvent utiliser cet anticorps monoclonal. Tous ces médicaments induisent une hypertension artérielle et ils induisent aussi ici une dysfonction VG et une insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est les deux classes vraiment qu'on devrait nous garder en tête. Et la troisième classe qui donne de l'hypertension artérielle, c'est les médicaments du cancer de la prostate. Et ce sont des anti-androgènes. Et l'abiraterone, on est un bel exemple. Voilà comment va agir l'abiraterone. Il va bloquer la synthèse de testostérone. Et donc le prégnololone ne pourra pas aller vers les étapes jusqu'à la testostérone. Et en bloquant la testostérone, eh bien, il y a moins d'agressivité sur le cancer de prostate. Et il y en a deux essentiellement aussi, bicalutamide, enzalutamide. Ils sont également pourvoyeurs de l'hypertension artérielle. Et comment ils agissent, eux? Ils se mettent entre la testostérone et son récepteur. Ils bloquent la fixation de la testostérone
sur le récepteur, ils inhibent la translocation au niveau du récepteur et ils inhibent l'association à l'ADN au niveau des cellules tumorales. Donc, c'est en gros les anti-cancers de prostate, que ce soit l'abiraterone comme un exemple d'anti-testostérone, et que ce soit aussi bicalutamide, enzalutamide, qui sont également des bloqueurs des récepteurs de la testostérone et qui vont donner de l'hypertension artérielle. Tout à l'heure, il y avait une remarque très judicieuse sur ce qui induit l'hypertension de la part du professeur Arabi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui induisent une hypertension? Il y a d'autres médicaments qu'on ne va pas s'étendre dessus. Le 5-FU, on le connaît ne serait-ce que de nom, c'est pour les tumeurs intestinales. Il donne de l'ischémie myocardique, le 5-FU, et il donne de l'hypertension artérielle. Et le cisplatine, ce sont des noms qu'on connaît, qu'on n'utilise pas, mais qu'on connaît. C'est pour les cancers testicules, ovaires surtout, et il donne des thromboses artérielles, maladies coronaires et de l'hypertension artérielle. Ce que je voulais dire tout à l'heure concernant les autres causes d'hypertension artérielle, il n'y a pas que les médicaments du cancer qui peuvent aggraver une hypertension artérielle ou induire une hypertension chez la personne qui a un cancer. Il y a tous les autres médicaments non anticancéreux, très simples. Les cancers, surtout on va dire du cerveau, utilisent beaucoup les corticostéroïdes pour diminuer l'œdème cérébral, mais aussi dans d'autres situations. Les AINS sont très utilisés chez les malades qui sont cancéreux. Et il y a autre chose qui n'est même pas thérapeutique, pharmacologique. Le cancéreux, surtout à des stades où ils sont à métastase, où il y a des douleurs, et il y a une activation du système sympathique qui est égale poussée de tension artérielle, la douleur, l'activation du système sympathique, et il y a aussi l'apnée du sommeil. Tout ça, ça se voit chez les patients cancéreux plus que dans la population générale. Ça peut induire ou aggraver une hypertension artérielle et donc on doit en tenir compte. Maintenant, ce que nous disent les recommandations en 2022, c'est surtout, on va parler du VEGF, c'est-à-dire la première classe qui donne le plus d'hypertension artérielle. On nous conseille, regardez cette ligne 1, Daily Home Monitoring of Blood Pressure for Patients Treated with VEGF. C'est-à-dire, quand ils commencent un traitement, on va leur demander chaque jour pendant qu'ils font leur cure. Et quand ils vont arrêter, chaque fois qu'ils augmenteront la dose, parce qu'il y a des paliers de ce traitement, chaque fois qu'il y a augmentation de paliers de dose, on prend la tension tous les jours pour vérifier. Vous allez me dire, et quoi d'autre? Eh bien, on fait un ECG initial, on a vu que ça allonge le QT, on vérifie qu'il est bien et on peut en refaire à 3 mois. L'échographie, c'est également une classe 1. Il faut avoir baseline échographie, c'est-à-dire au début du traitement. Et ce qui est moins, on va dire, important et nécessaire, c'est les biomarqueurs. On peut faire le BNP au début, à 4 semaines, surtout chez les personnes, on l'a très bien vu tout à l'heure, et merci aux orateurs de tout à l'heure, puisque voir qui est à haut risque cardiaque, ça a été très bien démontré. Les personnes qui ont un risque élevé, on peut le faire. Should be considered, c'est un 2A, c'est-à-dire ça devrait être considéré de faire les BNP au début. Voilà. Tout ça, c'est concerné le vascular endothelial growth. Je ne vais pas faire un cas clinique, mais le plus souvent, ça se passe comme ça. Un hypertendu, il arrive dans votre cabinet, avec le courrier, on a la chance que l'oncologue va nous dire il va prendre bevacizumab parce que, par exemple, il a telle tumeur et on sait que c'est un VEGF inhibiteur et on va suivre les étapes en consultation.
je vais ouvrir mes recommandations. Il y a tout un grand tableau sur les VEGF. Le voici. C'est formidable. Ça nous a beaucoup facilité la vie. Vous avez la toxicité cardiaque et vous avez tous les VEGF. Et là, je vais voir ma molécule, bevacizumab, et regardez, ça donne beaucoup d'HTA. Un petit risque d'insuffisance cardiaque, je vous ai dit que c'était la dysfonction VG et thrombose veineuse. Attention, ça donne également des thromboses veineuses, beaucoup de risques de thrombose veineuse et moindre de risque de thrombose artérielle. Donc c'est formidable d'avoir ces tableaux. Il faudrait que si on discute avec les oncologues, qui nous disent carrément le nom de la molécule qu'ils vont utiliser, pas uniquement fraction d'éjection, hein, c'est dommage qu'ils ne soient pas là, parce que tout à l'heure c'est nous qui étions critiqués. Ben, il faut rendre un peu la balle. Si on peut avoir en dehors des détails sur quelle molécule, on se réfère sur les recos et on voit quel est le grand risque. Mais vous voyez cette classe-là, VEGF, c'est l'HTA. C'est l'HTA d'abord. Donc, dès qu'on entend VEGF, on sait que c'est HTA, pas la peine. Par contre, pour savoir s'il y a des risques d'insuffisance cardiaque, de thrombose veineuse, il vaut mieux avoir le nom de la molécule. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si j'ai classifié mon malade en risque léger, modéré, important et très important, je me dirige vers là, au risque, modéré ou faible, et il me dit quand est-ce que je dois faire le CG, l'écho. Vous avez vu que le BNP c'était un 2A, should be considered, pour les hauts risques. Eh bien, et à ce moment-là, quand est-ce que je le refais? Voilà, donc les recos sont vraiment bien complètes, je dirais même trop complètes quand on voit un tableau comme ça, mais ce tableau est extraordinaire sur les recommandations parce qu'il vous dit, il résume tout, les classes, parce que nous on ne peut pas rentrer dans les détails. Ici, les anthracyclines, vous les voyez, première colonne. Ensuite, HER2, on le sait, c'est pour le cancer du sein. Et ici, VEGF inhibiteur. Et vous voyez quels sont les risques. Si vous voyez là, VH, c'est very high risk. Et M, c'est modéré. Et si on en vient à l'hypertension artérielle, vous voyez qu'il est en H, c'est-à-dire high risk. Et vous pouvez lire comme ça tout. Et vous avez également ce tableau qui est excellent, qui regroupe toutes les classes à connaître et quel est le suivi que l'on va faire. Et vous avez compris qu'initialement, ça va commencer toujours, et heureusement que ça a été déjà fait tout à l'heure. Madame Baudet, docteur Baudet vous a bien montré comment calculer un risque. Ça commence par un vrai examen cardiovasculaire complet axé sur le risque cardiovasculaire. Et si on lit le CTR-CVT, on commence en français par la droite, toxicité cardiovasculaire. Tiens, on commence en français par la droite, par rapport à l'anglais. Toxicité cardiovasculaire qui est reliée au traitement du cancer. Cancer Treatment Related Cardiovascular Toxicity. Donc c'est la toxicité cardiovasculaire. Et si on veut l'évaluer, il faut évaluer tout ça. Il faut calculer le risque. On nous a dit qu'il y a maintenant des applications grâce auxquelles on peut évaluer le risque. Et je vous dis que c'est un risque d'insuffisance cardiaque, attention, et qui va nous classer nos patients en léger, modéré, élevé ou très élevé. Voilà. Bon, donc là, on a un peu le tour de la question. Maintenant, il y a d'autres situations où le patient qui va faire cette poussée de tension, comment on va se comporter avec lui? Soit qu'il avait une hypertension qui s'est aggravée, soit il n'avait pas d'hypertension, Saftolna, l'oncologue, dit le traitement, et puis il a ce problème-là. Alors, comment on va gérer cette population et comment la prendre en charge? Et dans les recommandations, on nous dit cette phrase-là, « Untreated hypertension is a confirmed risk factor of heart failure during treatment with anthracycline. » Une hypertension qui n'est pas traitée est un facteur de risque de faire ce qu'on a vu tout à l'heure, une dysfonction VG, une insuffisance cardiaque au cours d'un traitement par anthracycline. Donc on fait très attention et regardez VEGF
And given that many of the cancer therapy that cause hypertension also cause CTR, CD. Donc, quand on a une hypertension non traitée, on doit garder en tête que c'est le lit de la dysfonction VG, le lit de l'insuffisance cardiaque, et il va falloir absolument être très vigilant concernant l'hypertension artérielle. Il y a cette autre phrase qui est très intéressante. Comment on traite ces gens-là? Combination therapy with ACE-ARB and dihydropyridine calcium channel blocker. Eh bien, on traitera, c'est ce qu'on recommande avec IECORA2 associé à un inhibiteur calcique de type dihydropyridine chaque fois que la systolique dépassera 160 et ou chaque fois que la diastolique dépassera 100 mm de mercure. Voilà. Donc, quand l'HTA n'est pas traitée, quand elle dépasse 16-10, il faut commencer un traitement IECRA2 plus calcique. Et on se disait, pourquoi le calcique et pas le diurétique? Et pourquoi commencer comme ça? Eh bien, regardez cette phrase, on va la lire ensemble. Si vous voyez le pointeur, vous ne le voyez pas, mais dans le deuxième encadré, la troisième ligne, il y a « Due to the more rapid onset of blood pressure control with the combination compared with ACE monotherapy ». On comprend que c'est une question de jours, de semaines. Eh bien, il faut donner l'association parce qu'elle va permettre d'aboutir à une normalisation de la tension beaucoup plus rapidement quand l'oncologue, le patient qui a son cancer, qui attend de commencer un traitement, il ne faudrait pas que le cardiologue entrave ça. Et la recommandation, c'est de donner l'association qui pourra permettre de normaliser la tension rapidement. Maintenant, quand est-ce qu'on ne doit pas autoriser un hypertendu à prendre son traitement de chimio ou de VGEF? Eh bien, c'est ici, c'est encadré. Regardez. Et on va le voir dans l'encadré ici. Si la tension diastolique, systolique dépasse 18, la diastolique dépasse 11, il y a competing cancer and cardiovascular risk should be evaluated and should be, le traitement de l'hypertension should be deferred or temporarily withheld. C'est-à-dire que le traitement doit être postponed, c'est-à-dire il va être différé ou il va être, ils utilisent le terme retardé, où on va l'arrêter jusqu'à ce que la tension descende à moins de 16-10. Donc c'est facile, s'il est à plus de 18-11, eh bien, on ne commence pas le traitement, on n'autorise pas. C'est pour ça qu'on va donner la bithérapie directement. Et dès qu'elle arrive à moins de 16-11, on autorise. Et vous voyez qu'il faut donner ça rapidement en association pour arriver assez rapidement à un bon équilibre tensionnel. Donc le grade 3, on ne commence pas, on reporte jusqu'à ce qu'elle descende à moins de 16-10. Sinon, on s'expose au risque de complications cardiovasculaires des traitements du cancer, la dysfonction VG, mais aussi on s'expose à l'AVC et à bien d'autres complications. Et ici, on nous dit quel est l'objectif de tension, parce que on va dire c'est presque une hypertension. À part, il y a l'hypertension de la grossesse, il y a l'hypertension de la personne octogénaire, eh bien, il y aura de l'hypertension des patients cancéreux. Ils ont des objectifs. On nous dit que de façon générale, il faudrait que le target, l'objectif tensionnel, soit moins de 14,9, de façon générale, et que là aussi, on nous répète que si elle dépasse 18,11, il faut reporter. Mais il y a un très beau tableau que je vais vous montrer de l'ESC tout à l'heure. Quand il y a une HTA résistante, on nous dit qu'il faudrait utiliser spironolactone, on le fait, c'est ce qu'on fait d'habitude, hydralazine ou les patchs de dérivés nitrés. Quand il y a une hypertonie sympathique avec souvent des douleurs, comme on a dit tout à l'heure, et des choses dans le genre, eh bien, ajoutez les bêta-bloquants de préférence. Et ils ont cité carvedilol, nebivolol. Et quand il y a une rétention
œdémateuse. On sait que dès qu'ils commencent les chimios, très souvent, ils font de l'œdème, rétention œdémateuse. Quand il y a de l'HTA et de la rétention œdémateuse, eh bien, la spironolactone est très bien indiquée. Je vous disais qu'il y avait un très beau tableau sur l'ESC, c'est celui-là, en fonction du scénario clinique, ici, et en fonction du chiffre de tension, on nous dit quand est-ce qu'il faut traiter. Je vais aller au plus simple. Quand c'est un cancer curable, pendant son traitement, eh bien, on peut traiter dès qu'elle dépasse 13,5-14, mais le plus souvent, dès qu'elle dépasse 14. Par contre, regardez, une personne qui a un cancer métastatique avec un pronostic à 1 à 3 ans ou moins de 1 an, eh bien, on ne traitera que si elle dépasse 16. Pour la simple raison que, très souvent, comment ça se fait qu'on ait ça aussi grand? Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas. Voilà, merci. Très bien. Vous voyez que l'objectif, quand est-ce qu'on va commencer, le seuil à partir duquel on va commencer un traitement n'est pas le même en fonction du cancer. C'est pour ça qu'il va falloir encore discuter avec nos amis. Et je vous montre la diapo pour le traitement. Si la systolique dépasse 16-10, oui, il faut IEC et dihydropyridine. C'est une classe 1. Si elle ne dépasse pas 16-10, on peut commencer par IEC ou ARA2 et ensuite, si on n'est pas équilibré, ajouter le dihydropyridine. Maintenant, ici, Target During Cancer Therapy, il faudrait que pendant le traitement, ça ne dépasse pas 14,9. J'ai laissé les 5 dernières minutes pour une situation autre parce que beaucoup de patients nous disent on vit depuis 2-3 ans, peut-être depuis le Covid, des médicaments qui sont retirés, des stocks et on n'a plus, on commence. Et là, parfois, quand c'est un antihypertenseur, je ne sais pas si ça vous arrive, mais le malade il vient, il nous dit et très souvent, ils nous disent cette phrase-là, et ça nous met un peu mal à l'aise parce que justement, ça a commencé depuis qu'il y avait les retraits de certains ARA2 du marché parce qu'il y avait justement ces risques-là. Donc, je prendrai quelques minutes pour parler des patients qui ont une hypertension et le risque de cancer, c'est-à-dire les thérapeutiques, les traitements qu'on va leur donner. Il y avait une polémique il y a 2-3 ans. Maintenant, on l'a oubliée avec le Covid, mais elle existe avec les diurétiques. Et justement, je voudrais vous reprendre les 2 classes qui ont fait parler d'eux. C'était les IEC, l'anatomie des IEC et le rappel des IEC en disant que les IEC peuvent induire des cancers du poumon. Et ça, c'était une grande discussion il y a encore quelques années avant le Covid. Et la FDA, d'ailleurs, elle avait fait un suivi, elle avait comparé les artans, et elle avait dit qu'ils pouvaient être potentiellement carcinogènes parce qu'ils contenaient du nitroso-diméthylamine et du nitroso-méthylamine, qui sont des substances carcinogènes, cancéreuses, et qu'il fallait surveiller toutes les grandes industries pharmaceutiques qui produisent ces médicaments-là, et surtout ceux qui viennent d'Inde, de Chine, et ils ont même cité les régions, et il y a eu 20 rappels de médicaments génériques, et la FDA avait statué que le risque augmente lorsqu'on dépasse 4 ans de prise de ces médicaments-là à des doses fortes. Et sur 8000 patients suivis, il y avait un seul nouveau cas qui pouvait être attribué à la prise de ces ARA2. Voici le suspect. C'est un nanotétrazole qui existe aussi bien dans les trois classes, mais en fin de compte, ce qu'on voit, c'est que ce risque, il est de 1 pour 100 000 et il survient surtout avec des doses très fortes, avec des génériques qu'il va falloir toujours contrôler parce que, regardez, sur les 20 rappels de drogue, ils ont trouvé qu'au lieu d'avoir 96 nanogrammes, ils trouvaient 300 à 20 000 nanogrammes, c'est-à-dire c'était des taux faramineux
Et donc, les molécules elles-mêmes ne sont pas dangereuses et il faudrait juste des contrôles de leur quantité de ces substances carcinogènes. Et le risque de cancer du poumon avec les IEC, il y avait des études, je vais passer dessus parce que, juste pour dire que quand ils ont été comparés aux ARA2, eh bien, ils ont montré qu'il y avait un excess risque après 5 ans à 10 ans, mais les groupes n'étaient pas comparables en termes de beaucoup de choses. Et donc, cette étude ne peut pas avoir une très grande valeur. Les fumeurs, ceux qui buvaient de l'alcool, l'IMC n'étaient pas comparables. Voilà. Et donc, il y a le dernier point, c'est la dernière minute qui me reste, c'est l'hydrochlorothiazide et les cancers de la peau. Ça aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre qui sont responsables des mélanomes, des cancers de la peau qui sont non mélanomes. C'est surtout cela que l'on retrouve avec la prise d'hydrochlorothiazide. Et il y a une très grande étude qui a été faite, juste pour dire qu'il faut des doses très fortes pendant très longtemps avant d'avoir ce risque de cancer de la peau non mélanome, et en sachant que c'était surtout dans les populations nordiques qui sont prédisposées à avoir des mélanomes. Et franchement, sous nos cieux, on ne pense pas du tout que ça puisse survenir. Et voilà. Mais pourquoi je vous ai montré ces études-là? Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être pour ces raisons-là qu'il y a eu les changements des recommandations. Je vais passer, voilà, ma dernière diapo. C'est qu'en 2018, on nous disait, le SCL disait IECRA2 plus calcique ou diurétique. Vous vous en souvenez? C'est pas loin de 2018. Mais 2 ans après, l'International Society, elle a fait un changement, peut-être auquel on n'a pas fait très attention, mais le step 1, c'est A, c'est IEC ou ARA2, et C, c'est calcique. C'est-à-dire que pour tout le monde, et probablement à cause de ces données sur l'hydrochlorothiazide, qui a eu ce revirement, on préfère le calcique au diurétique, sauf dans 4 situations. 4 situations où on va préférer associer le système rénine au diurétique. C'est après un AVC, c'est sur les recommandations, c'est écrit tout petit en bas. C'est après un AVC, quand on ne tolère pas les calciques chez la personne octogénaire et quand il y a de l'insuffisance cardiaque déclarée. Et donc, on garde tout ça en tête, que pour le cancéreux, il vaut mieux traiter avec l'association, on l'a vu tout à l'heure, système rénine calcique, et peut-être, selon ces recommandations internationales pas spécifiques aux cancéreux, elles ont fait un revirement et on verra l'avenir, Inch'Allah. Merci. Merci, c'est Mohamed, pour ce topo excellent, comme d'habitude. Très instructif, même si tu n'as pas fait de cas cliniques. Personnellement, j'ai appris pas mal de choses, et surtout comment et quand traiter ce type d'hypertension artérielle. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors en attendant, je peux peut-être commencer par une question juste pour mettre au clair pour tout le monde la situation. On a bien vu, si Mohamed, que tu as fait vraiment un très beau tour de la question. Et concernant les thiazidiques, le risque de cancer après l'étude danoise, etc. Mais quand tu as parlé de traitement, et quand le diurétique était nécessaire, tu as parlé de la spironolactone, tu n'as pas du tout parlé des thiazidiques. Je voudrais que tu éclaircisses la situation pour l'assistance. Est-ce qu'ils sont contre-indiqués et on ne les préfère pas? Et est-ce que chez un patient initialement hypertendu, qui a vu sa tension artérielle s'aggraver après un traitement anticancéreux, qui a besoin d'une trithérapie et au-delà, on ne doit pas les utiliser? Merci beaucoup pour cette délicate question pour éclaircir la situation, et c'est un devoir de dire que les thiazidiques ne sont pas contre-indiqués, on peut les utiliser, il n'y a aucune contre-indication, c'est juste quand le patient est cancéreux. Madame Abir a bien dit, et on l'a dit tout à l'heure, spironolactone, dans des situations particulières, on a vu
Dans les recos, c'était l'HTA résistante et HTA plus une rétention hydrosodée, c'est l'utilisation de la spironolactone en plus des deux thérapeutiques, c'est-à-dire système rénine calcique. On ajoutera la spironolactone éventuellement dans ces deux situations. Maintenant, ceci dit, vous l'avez bien vu, je vous le montre même c'était sur la dernière diapo, quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque déclarée, il n'y a pas de mal à associer le système rénine au diurétique, ce n'est pas contre-indiqué, et donc c'est juste pour dire qu'il n'y a pas vraiment quelque chose contre l'hydrochlorothiazide, mais dans les recommandations pour les patients cancéreux, c'est surtout dans l'HTA résistante et quand il y a une surcharge œdémateuse, rétention hydrosodée. Moi, je voulais d'abord féliciter le professeur Alami qui nous a toujours habitués à faire des exposés magistraux. Hein? Il n'y a rien à dire. Les diapos sont très belles et l'exposé, la manière de parler, etc., tout va pour le mieux. Hein? Bravo. Alors, comme il a été dit, nous avons appris beaucoup de choses ce matin. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ce matin en écoutant votre exposé. Et alors, on se demande maintenant, finalement, si on doit réviser un petit peu les causes de l'hypertension artérielle sans rester sur les 4 ou 5 familles que l'on utilisait. Parce que vous êtes venu avec d'autres causes d'hypertension qu'on peut classer comme hypertension artérielle secondaire, peut-être un petit peu dans certains cas iatrogène, mais enfin c'est secondaire. C'est secondaire. Et donc, merci de nous avoir appris tant de choses. Merci, très touché. Et nous ne sommes que vos élèves, c'est tout. Merci. S'il n'y a pas de questions, juste une petite... si. Une petite dernière question peut-être. Quel est le devenir de ces hypertensions purement dues à ces thérapeutiques à la fin? Est-ce que ça va régresser par la suite comme l'HTA gravidique ou ça risque de persister? Je crois que là, on va rejoindre le gap ou le vide qui a été constaté dans les 2 premières sessions. Les 2 orateurs qui ont parlé ont bien dit que malheureusement, après 1 an, le suivi, on ne sait plus très bien ni en termes de fonction VG, je dirais même en termes d'hypertension, je ne sais pas. Peut-être professeur Habir, qui est notre maître en hypertension, va nous éclaircir. Non, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. On sait déjà que dans l'HTA gravidique, le risque ne disparaît pas totalement. Et le risque de faire une HTA permanente après une HTA gravidique est plus grand que chez les patientes qui ne font pas une HTA gravidique. Donc il y a une surveillance ultérieure à garder, certainement. Il y a un plus haut risque de développer ultérieurement une hypertension artérielle ou de la garder. Et c'est sûr que après le traitement du cancer, c'est des patients qu'il faut garder en surveillance. Peut-être dans l'avenir, il va falloir en cardio-onco avoir des gens spécialisés en fonction VG, d'autres spécialisés en HTA et oncologie, parce qu'on commence à voir plein de choses et il y a de plus en plus ces pathologies malheureusement qui augmentent beaucoup. Merci professeur Alami pour cet exposé très instructif et riche. Et on cède la place pour la suite des sessions.